Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 46e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un court vidéo pour faire une petite mise à jour de ce qui se passe dans la Coupe du Monde 2022. C'est tellement un gros événement planétaire et il y a tellement de parties, il y a tellement de revirements de situation. On était impliqués cette année avec le Canada dans la compétition, donc j'ai vraiment voulu faire un épisode mise à jour un petit peu pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé jusqu'à présent et de ce qui va se passer dans les prochains matchs, dans les prochaines semaines. Ça s'annonce extrêmement intéressant. Commençons tout de suite avec le groupe F, hein, le groupe du Canada. Je pense qu'on pouvait être extrêmement heureux d'avoir la participation canadienne pour ce tournoi. C'était une première en 36 ans. Eh bien, on doit dire que la première partie n'a absolument pas déçu. On affrontait quand même un gros pays, un gros club, la Belgique, qui était deuxième mondial. Et puis, je pense que les partisans canadiens ont eu leurs attentes très, très hautes suite à ce match, car même si la Belgique a terminé gagnante de cette partie, le Canada a démontré des choses extraordinaires, que ce soit premièrement en possession de balles, euh, avec des très, très bons contrôles. On a eu un petit peu de difficulté à finir nos actions. On a contrôlé la majorité du temps. La Belgique a très, très bien défendu. On a été bien servi aussi par notre gardien Thibaut Courtois, un gardien de niveau mondial. Mais ce qu'il faut mettre en perspective aussi après cette rencontre, c'est que la Belgique était probablement une organisation un petit peu plus déficiente que ce qu'on pouvait s'en attendre. Euh, on sait qu'il y avait certaines situations problématiques dans le vestiaire avant la Coupe du Monde et même après. On n'avait pas la présence de Romelu Lukaku non plus, donc ça n'a pas aidé pour cette rencontre. Mais tout n'était pas au beau fixe hein, pour la Belgique. Après ce match, justement, Kevin De Bruyne dit publiquement comme quoi son équipe était trop vieille pour gagner la Coupe du Monde. Donc, ça a créé des tensions. On a peut-être même parlé de disputes, là, certains bousculades qui ont pu avoir lieu aussi dans cette Coupe du Monde pour la Belgique. Donc, ça a vraiment été un tournoi très, très difficile pour eux. On en reviendra un petit peu plus tard. Dans cette rencontre, le Canada a montré une possession de balles clairement de niveau mondial. On a extrêmement bien attaqué. On attaquait bien le filet des deux côtés, que ce soit avec Buchanan qui a très, très bien contrôlé la balle, Stephen Eustaquio qui a eu un excellent premier match, Alphonso Davies qui, même si parfois voulait en faire un petit peu trop, particulièrement dans les 45 premières minutes, a été excellent. Malheureusement, c'est sur une contre-attaque que le Canada a dû baisser pavillon et concéder un but. Et ça a fait en sorte que le tournoi était extrêmement difficile à réaligner après ce moment. On sait que c'est très, très important de ne pas perdre ce premier match. Au moins, un match nul aurait été franchement appréciable. Par la suite, ça a été un petit peu plus difficile pour l'équipe canadienne. On le sait que, justement, on affrontait une grosse nation en deuxième affrontement, la Croatie. Et justement, je pense qu'on affrontait une équipe qui était prête, qui tactiquement était supérieure, techniquement aussi était supérieure. Et c'est important d'en parler du niveau tactique. Je pense que le premier match, John Herdman a fait de l'excellent travail dans sa gestion de l'effectif. Selon moi, c'était un petit peu plus difficile pour ce deuxième match-là. Si on analyse un petit peu ce schéma, on est allé avec une formation à deux attaquants avec Jonathan David et Kyle Larin. C'était peut-être un petit peu pour répondre à la non-capacité canadienne de trouver des frappes de qualité contre la Belgique. Par contre, ça a fait en sorte qu'on a grandement négligé le milieu de terrain qui était la force des Croates. On a placé un joueur en Stefan Eustaquio qui était clairement pas à 100%. D'ailleurs, il est sorti après la 45e minute, blessé. On a placé Atiba Hutchinson aussi, un joueur de 39 ans qui venait de jouer il y a 4 jours contre la Belgique. Ça avait été un match très complet pour lui. Et ça a été extrêmement difficile pour le milieu de terrain
contre la Croatie, qui, on doit le dire, justement, ils ont des joueurs d'élite mondiale. On en avait parlé dans le premier épisode, mais à cette position-là. Et c'est là que, selon moi, tout s'est joué. Les Croates ont complètement dominé le milieu du terrain, le milieu de jeu. On a gagné en possession et ça a fait en sorte que ça a été très, très difficile pour l'équipe canadienne de reprendre cette possession qu'on avait contre la Belgique. Euh, Est-ce qu'il aurait pu y avoir des choses qui auraient pu être faites différemment de la part de Coach Herdman? Je pense que oui. Euh, Si on met de côté un petit peu les déclarations qu'il avait faites justement avant le match contre les Croates, je pense qu'on n'a pas tout à fait eu la bonne approche. Mais on doit dire que j'en avais parlé au premier épisode sur la Coupe du Monde, le milieu de terrain du Canada, vraiment central, c'était une faiblesse. Hein. On avait peu ou pas de profondeur au niveau de milieu relayeur. On a vu dans ce match-là un Ismaël Koné qui a été franchement extraordinaire. Jonathan Osorio qui est rentré un petit peu plus tard aussi euh, a amené quelque chose de franchement rafraîchissant. Pardon. Est-ce qu'on aurait pu débuter avec ces deux joueurs-là? Ben, je pense que oui. Toutefois, comme on l'a pu le voir aussi contre le Maroc, je pense que Coach Herdman a eu une certaine crainte d'envoyer Ismaël Koné dès le départ. On en reviendra pour le match contre le Maroc. Mais lorsqu'il est arrivé, il a calmé le jeu. Il a montré que techniquement, le le plus gros stage mondial ne l'effrayait pas. Et puis, il a vraiment, vraiment dynamisé le jeu, Ismaël Koné, le joueur du CF Montréal, quand il est rentré. Ensuite, euh, défensivement, ben, ça a été difficile. Je pense que au premier match, on a démontré, les joueurs, les défenseurs de côté Richie Laryea, Lester Johnson ont vraiment, vraiment appuyé cette attaque. Ils ont démontré qu'ils avaient la vitesse nécessaire pour aider à créer de l'attaque. Par contre, ça a fait en sorte qu'on était un petit peu plus vulnérable en défensive. Euh, Après ça, on joue contre des joueurs de niveau mondial là, qui jouent dans les plus gros clubs européens. Donc, ça serait un petit peu injuste de blâmer notre défensive pour les insuccès contre la Croatie et le Maroc. Ensuite, on a alloué quelques buts qui peut-être n'auraient pas dû se produire. Euh, mais encore une fois, c'est de l'expérience. Si on pense à Kamal Miller, qui, selon moi, dans les perspectives de la chose, a eu un très bon tournoi. Il s'était très débrouillé. Il a montré qu'il avait l'aplomb nécessaire pour faire partie de cette équipe-là et du niveau mondial. Alistair Johnston aussi, le Canadien qui a vraiment montré un très, très beau dynamisme. Après, il s'est fait un petit peu, à certains moments, endormir par certains gros joueurs adverses. C'est normal, hein, et on est en mode apprentissage. Justement, Alistair Johnston, qui, en ce samedi matin, on apprenait que son transfert vers le club Celtic d'Écosse était officiel. Donc, il a démontré ce qu'il devait faire. Hein. Il a démontré qu'il était capable de jouer à ce niveau-là, qu'il avait les qualités requises pour aller jouer en Europe, pour, euh, pour être dans un niveau supérieur. Eh bien, son aventure à Montréal aurait été un tremplin extraordinaire pour lui, afin de lui permettre de se rendre vraiment à un autre niveau dans sa carrière. Le dernier match contre le Maroc, on a vu que les désirs de John Herdman d'assembler quelque chose qui pouvait permettre au Canada de gagner. On devait faire sans Stephen Eustáquio au milieu de terrain, qui est, comme mentionné un petit peu plus tôt, qui était vraiment une pièce maîtresse de cette équipe-là. On a mis un joueur en Marc-Anthony Kaye qui arrivait avec très peu de confiance. Je pense que ça a paru contre le Maroc. Ses relais ont été très, très difficiles. J'aurais préféré personnellement voir un Ismaël Koné débuter ce match ou même voir un Samuel Piette rentrer un petit peu plus tard dans cette rencontre. Ce ne fut pas fait. Donc, ça a été un petit peu décevant de ne pas voir, d'un point de vue personnel, de voir notre Québécois Samuel Piette. Mais on peut, en mettant les choses en perspective, on comprend très bien cette non-utilisation-là dans le désir justement qu'on avait d'attaquer un petit peu. Globalement, pour le Canada, je pense que ce fut une expérience très positive. On a, on a des jeunes joueurs qui sont prêts à passer à un autre niveau. On pense à un Jonathan David qui, même si ça a été un petit peu plus difficile dans le tournoi, n'a pas vraiment pu s'imposer.
a démontré de très belles choses. Tajon Buchanan aussi, je pense qu'il a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur ses qualités techniques. Alfonso Davies, on le connaissait. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les 4 prochaines années, car on était dans un groupe qui était franchement pas facile. C'était pas évident pour le Canada de passer au tour suivant. Ce qui va être important dans les 4 prochaines années, c'est d'avoir une préparation adéquate, de gagner des matchs amicaux qui sont importants. Si on est capable justement de se joindre à la compétition pour affronter des nations comme l'Argentine, le Brésil, des gros clubs mondiaux dans certaines compétitions avant la prochaine Coupe du Monde en 2026, où on va y participer, on va être un des pays hôtes. Donc, ça va être important de justement gagner encore plus d'expérience au niveau mondial, car ça a apparu au niveau technique et tactique qu'on était inexpérimenté. Donc, on va vouloir se sortir aussi de ce fameux pot 4 là. On sait que dans chacun des groupes, certaines équipes étaient classées selon leur rang mondial de 1 à 4. Donc, le Canada était au numéro 4. Donc, c'était évident qu'il allait affronter des clubs en position 1, 2, 3 qui étaient supérieurs au point de vue de l'échelle mondiale à lui. Donc, ce qui va être important, c'est de se préparer, idéalement se sortir de ce pot 4, de se rendre dans le numéro 3 pour affronter peut-être des clubs un petit peu moins forts et avoir une meilleure chance de se qualifier pour la prochaine coupe, pour le prochain tour lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc, ça va être important qu'il y ait une progression. Je pense que les dirigeants de l'équipe de Canada Soccer doivent se questionner, est-ce que John Herdman est l'homme de la situation pour amener cette équipe-là au prochain niveau? Il y a une évaluation à faire. Évidemment, il est dans un mode d'apprentissage aussi. Ça a été un candidat extraordinaire pour amener l'équipe à cette Coupe du Monde-ci. Après ça, on doit se questionner, est-ce qu'on veut aller chercher quelqu'un avec un plus gros bagage mondial? Si on continue d'y aller avec Herdman, je pense qu'on va être capable de progresser justement avec ces jeunes joueurs. Espérons qu'on va pouvoir apprendre de toute cette expérience. Pour terminer sur le groupe F, bien, la surprise, ça a été la victoire du Maroc le, la Belgique. Hein. Comme mentionné, tout n'était pas au beau fixe. Pour la Belgique, ça a apparu contre le Maroc. On a eu extrêmement de difficultés à capitaliser, à être très, très décisif dans nos actions. Le Maroc, dans les 3 matchs joués, ils ont été excellents en contre-attaque. Ils ont marqué de nombreux buts en contre-attaque rapide. Donc, ça les a permis de se hisser justement dans les hauts sommets de ce groupe. Hein. Je pense qu'on pouvait peut-être s'attendre à une très bonne performance du Maroc lors de ce tournoi. Une première place dans ce groupe avec une récolte de 7 points. Ce fut quand même très, très spécial pour la formation marocaine. La Croatie, ben, c'est la deuxième équipe qui a réussi à se qualifier. Là, on n'a pas réussi à aller chercher une victoire dans le dernier match contre la Belgique. Par contre, on a montré qu'on était une équipe très solide. Donc, voilà le portrait pour le groupe F. Passons maintenant un par un aux autres groupes. Là. On va essayer d'y passer quand même rapidement. Pardon. Dans le groupe A, ben, très peu de surprises. Là. Ben, c'est les Pays-Bas qui ont gagné. Ce groupe terminé en tête. Là, 2 victoires, un match nul. Sénégal, deuxième du groupe avec 6 points, 1 point des Pays-Bas. Mais ce que je retiens de ce groupe, c'est la belle présence de l'Équateur qui a terminé au troisième rang avec quand même 4 points. C'était une jeune formation et ça a été franchement intéressant de les voir progresser durant le tournoi. Groupe B, peu de surprises non plus. L'Angleterre a terminé première avec 7 points. Les États-Unis ont bien fait dans ce tournoi jusqu'à présent. Là, on a concédé très, très, très peu de buts, avec un seul contre les Pays de Galles. On en a marqué seulement un aussi, mais le gros résultat, ça a été le match nul contre l'Angleterre. Donc, ça a été vraiment, vraiment une surprise de voir les Américains tenir. Franchement, ils ont bien joué contre l'Angleterre. Ils ont tenu leur bout. On a montré qu'on a un très, très bon équilibre. On est extrêmement efficace défensivement. Un bon gardien en Turner. Mais là, pour passer au prochain tour, on en viendra un petit peu plus tard dans les analyses des prochains matchs, mais ça va en prendre un petit peu plus au niveau de l'attaque. Groupe C, on a eu toute une frayeur en début de tournoi avec la défaite de l'Argentine. L'Arabie Saoudite qui a montré de très belles choses dans ce tournoi-là.
On a réussi à surprendre les Argentins dès le départ. Et là, pour l'Argentine et le groupe de Messi, mais il n'y avait plus d'autres options qu'il fallait gagner à tous les autres matchs. Et c'est ce qu'on a fait. Pour la deuxième position entre la Pologne et le Mexique, ben, les deux ont terminé en quatrième à 4 points. Et en bout de ligne, ben, le différentiel qui a joué, alors que le Mexique a loué un but contre de plus que la Pologne, ce qui permet au groupe de Robert Lewandowski de passer au prochain tour. Groupe D, on a eu une surprise et une situation à laquelle on s'attendait. Donc, la France qui a terminé première du groupe avec 6 points. Donc, on a perdu ce dernier match contre la Tunisie, mais on n'avait vraiment pas mis tous nos effectifs partants. Là, on voulait clairement les reposer pour le prochain tour, alors qu'on était déjà assuré de finir premier. La grosse surprise est venue de l'Australie. L'Australie qui a réussi à enligner les bons résultats, à battre le Danemark. Ce fut un résultat extraordinaire. Après une première défaite contre la France, on s'est rallié. Les Australiens ont joué un style de jeu très, très compact, très uni, mais ça les a permis de récolter 6 points aussi, et de terminer en deuxième position de ce groupe D. C'est le différentiel qui a fait une différence qui a permis à la France de terminer première. Déception quand même au niveau du groupe D pour le Danemark. Là, on arrivait avec une tonne de momentum dans ce tournoi. Donc, après la Belgique, ben, c'était le deuxième gros club européen qui n'a pas réussi à passer au prochain tour. Ce fut quand même très surprenant. Groupe E, donc le groupe E, ça a été excitant jusqu'à la toute fin, pendant quelques minutes lors du match décisif, lors des matchs décisifs. Eh bien, c'était le Japon et le Costa Rica qui passaient au prochain tour. Finalement, les choses se sont un petit peu replacées, mais ça ne fut pas suffisant pour l'Allemagne pour se qualifier au tour suivant. On parlait de l'importance du premier match, mais l'Allemagne, ils l'ont perdu contre le Japon qui comme on l'avait mentionné lors du premier épisode, ils ont été extrêmement rapides en relance. On a des joueurs qui sont très, très rapides, qui se donnent jusqu'au maximum. On n'abandonne jamais. Tactiquement, ce n'est pas le pays qui est le plus développé, mais on a des belles qualités techniques du côté des Japonais. Ça a permis au groupe de terminer en première position. L'Espagne, après une très, très bonne performance contre le Costa Rica, bien, ça a été un petit peu décevant. Là. Un match nul chaudement disputé contre l'Allemagne et puis une défaite en fin de compétition pour l'Espagne qui, grâce au différentiel, grâce à la très bonne performance contre le Costa Rica, on avait un différentiel très positif. On a réussi à passer en deuxième position devant l'Allemagne qui a terminé aussi après euh, en troisième position avec 4 points. Pour les Allemands, c'est une énorme déception sans avoir peut-être des réelles attentes de gagner cette Coupe du Monde. On espérait se rendre beaucoup plus loin. On avait une belle profondeur, mais il a manqué pour les Allemands cet élément, ce facteur décisif qui pouvait faire en sorte qu'un joueur qui prenait l'équipe sur ses épaules. Donc, ça a été la troisième grosse déception, très grosse surprise de ce tournoi, de voir les Allemands ne pas passer au tour suivant. Dans le groupe G, ben, c'est une situation un petit peu similaire aux Français pour le Brésil. Pour le Brésil, ouais, dont 2 victoires vraiment, vraiment décisives de leurs 2 premiers matchs contre la Suisse et la Serbie. Donc, ce fut des matchs dominés techniquement et tactiquement pour le Brésil. On a extrêmement de profondeur. Là, on l'a vu avec Neymar qui n'a plus joué les 2 derniers matchs. Ben, il a été remplacé vraiment de belle manière. Et puis, ce dernier match, bien, on a reposé beaucoup de joueurs clés. Bien, ça a fait en sorte que le Cameroun a réussi à aller soutirer une victoire lors de cette rencontre. Et puis, en deuxième position, ben, la Suisse, après un dernier match complètement fou contre la Serbie, où on s'est échangé la tête à de nombreuses reprises. Les Suisses qui ont réussi à passer en deuxième position avec une récolte de 6 points. Finalement, le groupe H, ben, le Portugal, situation similaire. Là, ont 2 victoires pour commencer le tournoi. Et puis, on a conclu ça avec une défaite contre la Corée du Sud. Cette défaite a permis à la Corée de se classer en deuxième position. On a fini en égalité avec l'Uruguay.
Donc, la Corée du Sud qui a grâce à son différentiel, a réussi à se classer au prochain tour. Euh, donc, ça a été une belle récolte pour la Corée du Sud aussi, qui a surpris. On attendait peut-être l'Uruguay, le Ghana, mais la Corée du Sud, un bel esprit de corps, des joueurs qui sont de très bon niveau. On a commencé à un Sun qui a été très, très bon dans ce tournoi. Donc, voilà le portrait global pour les affrontements jusqu'à présent. Donc, regardons un petit peu ce qui nous attend pour les prochaines rencontres. Donc, au moment où vous écouterez cet épisode, ce podcast, ben, peut-être que certains résultats ont déjà eu lieu. Tout de même, c'est intéressant de s'y attarder. Donc, le premier affrontement de ces 16e de finale, ben, c'est les États-Unis contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui, défensivement, ont été extrêmement solides dans ce tournoi jusqu'à présent. Offensivement, ça a été un petit peu plus difficile. On a eu quelques difficultés à trouver euh, la bonne recette, si on veut, pour le sélectionneur afin d'aligner vraiment la formation optimale, mais un seul but contre en 3 matchs, c'est extraordinaire pour les Pays-Bas. Ben, c'est un petit peu la même situation pour les Américains, hein. On a été extrêmement solides défensivement. Donc, on peut s'attendre à un match chaudement disputé au niveau de la défensive. Je ne pense pas qu'on va avoir un festival offensif. Bien que je vais prioriser les Pays-Bas, je pense que s'il pouvait y avoir une surprise dans cette section-ci du tableau, ça viendrait des Américains qui ont les qualités techniques, ils ont vraiment un esprit de compétition qui a été mis à un autre niveau dans ce tournoi et on l'a remarqué très vite. Donc, la surprise pourrait venir des Américains, euh, mais je pense quand même que les Pays-Bas devraient l'emporter. Argentine-Australie, l'Argentine, selon moi, est partie là, après une frayeur en début de tournoi. Malheureusement, pour les Australiens, selon moi, on n'a pas ce qu'il faut pour passer au prochain tour. Japon-Croatie, bien que je pense que euh, les Japonais sont négligés pour ce match, on a démontré des choses qui sont franchement étonnantes contre l'Espagne et l'Allemagne. Par contre, on a eu des performances très inégales. Donc, oui, on a été capable de marquer des buts opportuns, ce que les Croates n'ont peut-être pas été capables de faire contre la Belgique et le Maroc. Mais je pense que cette capacité croate à contrôler le milieu de terrain va faire en sorte que ça va être très difficile pour le Japon de passer au prochain tour. Donc, je vois une victoire de la Croatie. Brésil contre la République de Corée. Neymar devrait être de retour pour ce match. Donc, je pense que le Brésil qui, selon moi, dans cette première phase de groupe, tout d'abord, dans les 2 premiers matchs disputés, selon moi, ça a été l'équipe la plus dominante de ce tournoi-là, même si ce n'est pas eux qui ont eu les plus gros résultats au point de vue offensif. On a démontré qu'on est extrêmement complet. Défensivement, on était impeccable. Donc, le Brésil qui est extrêmement puissant. L'autre côté du tableau, même si le Sénégal a vraiment très bien performé dans ce tournoi avec une récolte de 6 points, ça va être très difficile contre l'Angleterre, qui, oui, se cherche au point de vue offensif. On n'a pas été aussi dominant que prévu. On n'a qu'à penser au match contre l'Angleterre, mais euh, le manque de joueurs marquants pour le Sénégal, si Sadio Mané avait été présent, la star du pays, peut-être que les choses auraient pu être différentes, mais je pense que les Anglais sont trop dominants offensivement pour baisser pavillon lors de ce premier match. France-Pologne, euh, selon moi, ce ne sera pas trop compliqué pour les Français. Là. Les Polonais n'ont pas démontré, même si on a démontré un bel instinct de survie, on n'a pas montré des choses au point de vue collectif qui me laisserait croire qu'ils pourraient passer au tour suivant. Le match le plus intéressant, selon moi, dans cette phase, ben, c'est l'Espagne contre le Maroc. Je pense que les Espagnols peuvent et doivent être un petit peu inquiets. On est très jeunes, le noyau de l'Espagne est dans leur premier moment en Coupe du Monde. Par contre, on a vu un pays en le Maroc qui est
qui est capable justement de montrer un appui offensif de niveau mondial. On a des joueurs en Ziyech, Hakimi, qu'on connaît un petit peu plus, mais le collectif est très intéressant au niveau du Maroc. Donc, je pense que s'il pouvait y avoir aussi une surprise de ce côté-ci du tableau, ça viendrait de la part du Maroc. Toutefois, les Espagnols qui, oui, se sont cherchés dans ce tournoi, selon moi, au point de vue individuel, ils sont simplement trop bons pour ne pas passer au prochain tour. Finalement, le dernier match, hein, c'est celui du Portugal contre la Suisse. La Suisse s'est battue très, très fort pour euh, passer à ce prochain tour. Est-ce qu'on peut surprendre le Portugal? Je pense que oui, mais le Portugal est quand même très, très bien équilibré. On démontre une belle explosivité, que ce soit sur les ailes avec un Bruno Fernandes, avec un Yao Félix ou Cristiano Ronaldo qui a encore une fois démontré de belles choses dans ce tournoi. Donc, je pense que ce sera une victoire du Portugal. Fait à noter quand même que c'est très, très rare dans un tournoi de la Coupe du Monde qu'aucun pays ne termine avec 9 points. Donc, on voit un tableau qui est un petit peu plus équilibré. Donc, c'est intéressant de voir les choses de cette perspective-là. Continuons un petit peu l'exercice de, 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 pour se rendre justement vers la finale. Là, ça nous donnerait un huitième de finale entre quarts de finale, pardon, entre les Américains et les Argentins, pardon, les Pays-Bas et l'Argentine. Ben, je pense que les Argentins, justement, sont en mission. Donc, selon moi, on devrait se rendre au tour suivant. Je vois une victoire du Brésil contre la Croatie aussi, ce qui nous donnerait une demi-finale Brésil-Argentine qui serait vraiment pas piqué des verres. L'autre côté du tableau, France-Angleterre, tout un choc à prévoir pour ce deuxième tour, ce troisième tour de qualification. Je pense que l'Angleterre est dans des eaux troubles lorsqu'ils se font attaquer de manière constante. Je pense qu'on n'a peut-être pas les éléments défensifs non plus pour contrer la puissance française. Donc, je pense que la France va passer au prochain tour. Portugal-Espagne, je pense que l'Espagne est un petit peu trop jeune pour espérer continuer leur chemin jusqu'en demi-finale. Donc, je vois une victoire portugaise. Donc, ce qui nous amène à un Brésil-Argentine qui, selon moi, serait possiblement le match du tournoi. Là. Malheureusement, je pense que le Brésil est trop fort. Donc, malheureusement pour Lionel Messi, ça se terminerait en demi-finale. Finalement, de l'autre côté, France, Portugal, même situation, là, n'en déplaise à Cristiano Ronaldo. La France est trop complète pour s'arrêter là. Ce qui nous donnerait une finale franchement incroyable entre le Brésil et la France. Et bien là, je pense qu'on ne serait pas déçus. Deux des meilleures nations au point de vue des qualités des joueurs, au point de vue collectif au monde en ce moment. Et n'en déplaise aux amis français, je pense que le Brésil pourrait, s'ils ne perdent pas trop de joueurs, hein, on sait que Gabriel Jesus ne reviendra pas dans la compétition, si Neymar peut revenir en force, eh bien, si on réussit à garder notre noyau en place, je pense que le Brésil devrait être en mesure de gagner cette Coupe du Monde. Alors voilà, ce fut la mise à jour de cette Coupe du Monde 2022. Donc, j'étais vraiment très heureux de faire un deuxième épisode car je pense que justement, il y a tellement de choses qui se sont passées, puis je trouve ça intéressant de voir certaines personnes qui suivaient un petit peu moins le soccer en temps normal vraiment s'intéresser à la compétition. Ça montre tous les intérêts de cette compétition qui, jusqu'à présent, ne déçoivent vraiment pas. Alors, je vous souhaite une bonne fin de tournoi et merci beaucoup d'avoir été présent en temps d'arrêt.